Ok. Bonjour à tous! Oui, bon, on a changé de décor. On est parti à la découverte d'un château abandonné de plus de 600 mètres carrés. Comme toujours, vous restez au chaud dans votre canapé. Pour nous, c'est direction le sud de la France, à nos risques et périls, pour une vidéo urbex. Elle a dit le mot. J'ai dit le mot interdit. Ensemble, on va parcourir plus de 1000 ans d'histoire sur les traces d'une puissante famille de la noblesse française. Derrière ces murs, des histoires de conspiration du Louvre et même d'abandon. Alors intrigués? Suivez les guides! Pour vous situer, on est dans un château qui a été construit du XIVe au XIXe siècle et continuellement rénové au XXe. 40 hectares de verdure entourent la bâtisse. Au bout du parc, écuries et dépendances complètent le château. Il s'étend sur 3 étages, plus un sous-sol, mais on va pas y aller tout de suite, hein. On ira tout à l'heure, on va vous garder pour un peu plus tard. Ici, on est sur les acronymes de Marguerite de Navarre, la grand-mère d'Henri IV. On se situe d'ailleurs dans le rez-de-chaussée du château. Le trésor de cette salle, c'est 2 peintures. Sur la gauche, le château ravagé par un incendie en 1888 qui détruisit en partie l'édifice. Sur la droite, sa reconstruction 1 an plus tard par une centaine d'ouvriers. Une véritable prouesse pour l'époque. Et du coup, le château, comme souvent au Moyen-Âge, il a été offert pour un cadeau à des jeunes mariés. Et alors ici, c'était Armand de Gontaut et Jeanne d'Ornezon, fille du baron d'Ornezon. Et c'était la fille du seigneur de ce village dans lequel on se situe. Et derrière nous, notre fameux maréchal duc de Biron, dont on va parler tout de suite. Nous sommes ici dans la demeure des Gontaut, seigneurs de Biron. Des personnes très respectées, devenues nobles pour leur acte de bravoure. Au total, sur 24 générations, on peut compter un amiral de France, 11 lieutenants généraux, des archevêques, des conseillers d'État, bref, des gens d'importance. Tous ont servi la couronne, fidèles à leur devise « Perit sed in armis », mourir oui, mais avec les armes à la main. Et j'ai fait occitan. Mais Mel, c'est du latin. Justement. Bon, en tout cas, spoiler, tous n'ont pas réussi à mourir ainsi. Parce que si Armand de Gontaut meurt avec les honneurs, c'est-à-dire à l'époque en recevant un boulet de canon en pleine tête sur le champ de bataille, son fils Charles, lui, il va sortir par la petite porte. C'est un peu léger, non, pour décrire une décapitation? Né en 1563 dans ce château, Charles de Gontaut-Biron grandit dans le Périgord, dans l'autre château que possède la famille. À l'image de ses ancêtres, il prend les armes dès l'adolescence et obtient vite la reconnaissance d'Henri IV. Après de grandes victoires en Savoie et en Bresse, le roi l'envoie même comme ambassadeur auprès de la reine d'Angleterre. Le type pèse, hein. Et ouais, dans sa vie, Charles sera maréchal de France, duc de Biron, gouverneur de Bourgogne, et j'en passe. Mais comme son père, il est ce que l'on appelle un malcontent du roi. Décisif dans ses combats, il est couvert d'éloges, mais son arrogance l'aveugle. Plus on lui offre de cadeaux, plus il devient ingrat. 3 personnes vont alors se servir de son orgueil démesuré pour le convaincre de se liguer contre le roi et tenter de le renverser. Premier complice, le comte d'Auvergne. Fils bâtard de Charles IX, arrière-petit-fils de François Ier, il est le tout dernier des Valois et pourtant il n'a jamais été placé sur le trône de France, ni à la mort de son père, ni à la mort de son oncle. Autant de rancœurs qui ont trouvé écho aux oreilles du maréchal de Biron. Deuxième complice, le comte de Fuentes, gouverneur du Milanais pour le roi d'Espagne, un opportuniste qui guettait tout ce qui pouvait diminuer la puissance française. Troisième complice, le duc de Savoie, qui vivait très mal l'occupation de son royaume par Henri IV en Salus, en Italie. Comme vous le voyez, chacun y avait ses intérêts. Des guerres d'ego pour certains, pour d'autres, la défense de la religion catholique, prétendument menacée par la présence sur le trône d'un ancien hérétique. Et dans tout ça, le peuple était lui aussi très remonté contre son roi qui venait d'imposer un nouvel impôt direct. L'union machiavélique est rapide,
car Charles de Gontaut a tout à y gagner. On lui promet la main d'une des sœurs du roi d'Espagne ou celle de la fille du duc de Savoie, et même la souveraineté sur la Bourgogne et la Franche-Comté. Et en cas d'échec, il gagnerait même une rente annuelle d'1 million de livres, de quoi être très motivé. Je comprends. L'alliance est rapide, mais l'exécution du plan est si lente que le roi lui-même finit par être mis au courant par un des hommes de main de Charles, Monsieur Jacques de la Fin. Avec un nom pareil, ils auraient pu s'en douter, non? Ils n'avaient pas de nez à l'époque. Bon, en tout cas, Henri IV tente de faire avouer Charles pour tenter de le sauver, mais lui nie toutes les preuves écrites, pourtant accablantes. Le roi le fait écrouer le 13 juin 1602 à la prison de la Bastille. Même si le duc de Biron est soutenu par l'opinion publique pour les services qu'il a rendus à la France, il est reconnu coupable à l'unanimité de crimes de lèse-majesté par le Parlement le 28 juillet. Privé de tous états, honneur et dignité, il est ensuite condamné à mort. Le 31 juillet 1602, Charles de Gontaut-Biron monte à l'échafaud dans la cour intérieure de la Bastille et non en place de grève devant le peuple comme à l'habitude. Certains voient là une ultime faveur du roi en souvenir de leur amitié, d'autres une précaution pour éviter toute rébellion. Le fait est que Charles est décapité dans d'atroces souffrances, le bourreau armé d'une épée a dû s'y reprendre 17 fois. Bon, comme quoi une guillotine c'est plus efficace. Bon, Charles, lui, possède sa propre devise « Je renais de mes cendres », d'où le phénix qu'on retrouvera un petit peu partout dans le château. Mais bon, là, Charles, il bouge pas. J'en rigole, mais sachez que la légende raconte que son fantôme erre sur l'un des chemins de ronde de l'autre château avec, dans ses bras, sa tête tranchée. Et là, vous êtes content d'être de l'autre côté de l'écran. Ah putain. Allez. Une toile aux 6 étages. Petite Airbnb. Je comprends qu'il choisit celle-là. C'est super bien conservé. Une sublime. Il est dans une chambre. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote qui fera peut-être sourire le fantôme de Charles. C'est que, en représailles de son exécution, les habitants du village d'ici, ils n'ont plus jamais donné le prénom Henri à leur enfant. Est-ce que tu as vu l'état de cette porte? Wow. Ah, mais c'est avec le blason de La famille. Petit bond dans l'histoire, nous sommes maintenant en 1938. La tension monte en Europe et la crainte d'une nouvelle guerre ne fait que grandir. Le Louvre élabore un plan de sauvegarde pour protéger ses œuvres. Les toiles les plus précieuses quittent Paris en direction de Champs-Morts. C'est le cas notamment de la Joconde qui fera au total plus de 2000 km en 6 ans. La Seconde Guerre mondiale fait rage. La France est désormais occupée par l'Allemagne. Le 22 juin 1940, le maréchal Pétain signe l'armistice et accepte que la France soit divisée en deux. Pour le Louvre, c'est une véritable course contre la montre pour que ses œuvres ne tombent pas entre les mains de l'occupant nazi. Le directeur du musée, Jacques Jaujard, réquisitionne d'autres châteaux loin des zones de bombardement. Le génie de la résistante, Christiane Desroches-Noblecourt, responsable des antiquités d'Égypte, fera le reste. À coups de bordereaux falsifiés et de faux inventaires, elle embrouille les autorités allemandes et permet à ce château de recueillir les œuvres du département d'égyptologie entre juin 1940 et le printemps 1941. Le château abrite alors la stèle du roi serpent, la statue de l'achat de basse tête ou encore le scribe accroupi, tous dissimulés dans des sarcophages de bois blanc. Pour lutter contre l'humidité et les risques d'incendie, on installe aussi un chauffage en hiver et des ventilateurs en été. Coucouning notre scribe. Mel, j'ai trouvé un truc là. Je sais ce que c'est. Tu sais? C'est ce que c'est parce que c'est ma partie préférée du château. Le tableau électrique. Oh wow. Qui, à mon avis, date du XXe siècle. De toute façon, on voit écrit kiné, infirmerie. Ah oui, parce que le château il a été aussi un hospice, ça on vous le dira.
Plus tard, ouais. Il y a eu plusieurs vies. Mais en tout cas, c'est pendant ce siècle-là qu'ils ont vraiment modernisé le château, qui, je rappelle, a été construit au XIVe. Ils ont installé l'électricité, les chauffages, l'eau courante, même un réseau téléphonique. Les détails du radiateur, c'est trop beau. On profite parce que le reste, c'est moins beau quand même. Ah ouais. Oh punaise, le plafond. Là, en fait, on voit vraiment, on est au 2e étage, que c'est la partie en fait qui n'a pas été classée monument historique. Parce que les pièces du bas, celles qu'on a vues, la chambre de Marguerite de Navarre, la cité des gardes, en fait, elles sont toutes classées monument historique depuis le 23 novembre 2005. Alors le reste. Mais le reste, elle n'est pas classée quoi. Et c'est pour ça que parfois on a des beaux plafonds, des belles tapisseries, mais tout le reste est vraiment laissé à l'abandon quoi. Ah ouais. Ah punaise. C'est les chambres de bonne. Ça c'est les chambres de bonne. On est dans la partie des chambres de bonne pour les filles. Énorme. Donc au 1er et au 2e, certainement les seigneurs. Les riches. Et au 3e et dernier étage du château, les chambres de bonne. Il y en a quand même la tripotée. Hein. Oh, mais attends, mais il y en a une vingtaine ou un truc comme ça. Je sais pas si tu vois, attends, je vais me décaler, le couloir La taille du coup. est immense. Encore des WC. C'est ce qu'il y a le plus dans ce château, vraiment. Un petit pari. Combien il y a de toilettes WC Attends, mais moi je passe pas par là. Hein. pour nous amener au donjon? Ah non, mais attends, moi je passe pas par là. Hein. Il y a une porte. Faites-vous. Merci. On va arriver sous les combles. Yes. Délire. Je vois la Vierge. Tu vois la Vierge. Attends, moi aussi je veux la voir la Vierge. Coucou Marie. C'est incroyable. Putain. Oh, t'as vu la charpente aussi là? Et la lumière fut. Ça y est, nous sommes au point culminant du château, le donjon. Construit en 1875 dans la tour carrée, dite aussi tour du Guet. Il offre une vue imprenable sur les Pyrénées, mais pour cela, il a fallu abattre la tour de la prison, au midi, ainsi que les vestiges du mur d'enceinte. À l'est, la tour de la Vierge, rehaussée au 19e. Accolé à cette tour, un bâtiment d'habitation destiné au comte et à la comtesse. Devant, une petite tour hexagonale abrite en son cœur un escalier de pierre. Dis-moi tout. Oui, alors dernière petite chose, sauf que la dernière portion d'enceinte que tu vas voir, je vais te laisser passer, date du XXe siècle donc. On appelle la tour dite du millénaire. Tu peux également voir un mur d'enceinte qui fut édifié mais inachevé avec des remparts crénelés. Encore aux mains des Gontaubiron au XXe siècle, le château est finalement vendu en 1959. Il devient alors un hospice jusqu'en 1989. Un an plus tard, un riche entrepreneur anglais l'achète. Mais au lieu de réaliser les restaurations nécessaires, le Britannique le délaisse peu à peu, aux grandes dames des habitants du village. Le problème, c'est que vu que c'est une propriété privée, la mairie ne peut pas intervenir. Une association se crée tout de même en 2000 pour tenter de protéger le château et son parc. Les 80 membres ont d'ailleurs adressé une lettre aux propriétaires anglais pour exprimer leurs inquiétudes face à la dégradation de ce monument historique. Le village et le château sont liés par près de 1000 ans d'histoire, et la notion de patrimoine communal prend ici tout son sens et sa force.
Or, au mépris de ce passé, au mépris de notre environnement, au mépris de notre sécurité même, depuis plus de 10 ans, ce château et ce parc dont vous êtes propriétaire sont laissés dans un total abandon. Malheureusement, la lettre est restée sans réponse, mais depuis plus de 10 ans, les membres de l'association et les bénévoles du village organisent chaque été des spectacles médiévaux, des marchés artisanaux pour tenter de faire revivre ce lieu emblématique. J'ai peur. On va rejoindre la cave. Non mais j'avance plus en fait. Moi, je reste pas dans cet escalier. Coucou, y'a quelqu'un? Non, juste des rats. Putain, j'ai trop peur. Hello. Comme promis la surprise. Allez, on vous emmène. Alors ici, les cuisines. Non, arrête. Mais non, y'a plus de lampe. Bon, là, c'était clairement la PLS au pire moment. Après 2 minutes d'apnée, on a rallumé la cam pour vous amener au bout. Là, c'est un passe-plat. Un monte charge. Ouais, un monte charge. Avec le petit plateau. Oh, et là, t'as un vieux plat. Qui a faim? Plus personne. Et là, t'as un vieux article qui date de 1964. Le banquet des cadres paysans. Ah, c'est des listes de courses. Thon, tomates, betteraves. Un petit mixeur d'époque. Quand on avait vu lumière, c'est noir. Hein. C'est encore un... Oh, Quoi il y a des chauves-souris. Où ça Oh, elle bouge. Oh mon dieu, je pensais que c'était l'ombre de la lampe. Bon, on est sur la bonne voie. Et nous arrivons dans la pièce Maîtresse. Et n'oubliez pas de vous abonner. Tu es libre, toi? Oui. C'est le ratio toute sur vie, hein, 1 sur 2. 1 sur 2. Voilà. Petite cuvée. Je sais pas s'il reste de l'alcool. Bon. Peut-être pas essayer. Dobby est libre. Et c'est une fin de vidéo sous le soleil finalement, il fait très beau dans le sud. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette capsule temporelle, on espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, on a dû résumer plus de 1000 ans d'histoire, mais comme toujours, on vous met en description des liens si vous voulez en savoir plus. Quant à nous, on file rejoindre notre canapé? Allez, c'est parti. Ciao!